9h20 à Paris, l'heure de vous parler économie. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Elisabeth. On va commencer par jeter un œil au marché asiatique. Tout d'abord, ça donne quoi ce matin? Eh bien, c'est un début de semaine assez calme avant le pont du 1er mai. Plusieurs places sont d'ailleurs fermées. C'est le cas en Asie de Tokyo ou de Shanghai. Mais la semaine commence dans le vert, là où c'est ouvert. Séoul clôture sur un regain de plus 0,21%. Hong Kong termine en hausse de 1,12%. Et en Europe, l'optimisme est de mise aussi. À Londres, le FTSE gagne 0,49% à l'ouverture et le CAC 40 ouvre sur une hausse de 0,12%. Les marchés européens qui, semble-t-il, réagissent ce matin à cette information du journal El País, selon laquelle la Commission européenne préparait un plan Marshall de la croissance. Un plan de 200 milliards d'euros selon le quotidien espagnol, destiné à des investissements privés et à des investissements publics pour relancer la croissance en Europe. C'est donc le grand retour de cette croissance dans le débat économique européen, thème qui pourrait même être au menu jeudi de la conférence des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Et voilà qui devrait évidemment faire plaisir à François Hollande, qui fait campagne sur une renégociation du pacte budgétaire pour introduire ce volet croissance dans ce pacte. Il semble d'ailleurs en partie entendu par la chancelière Angela Merkel. En partie, je dis bien en partie parce que il est hors de question pour Angela Merkel de renégocier ce pacte, mais elle pourrait introduire un volet de croissance dans un autre pacte. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux, Angela Merkel et François Hollande, n'ont pas tout à fait la même vision de la croissance. Les explications d'Inès Olagaray. À moins d'une semaine du second tour, François Hollande aura au moins gagné sur ce point. Remettre la croissance au cœur du débat européen. En Europe, les lignes commencent à bouger peu à peu. Angela Merkel adoucit le ton. Elle annonce la préparation d'un agenda de croissance pour le sommet européen qui doit se tenir fin juin à Bruxelles. La chancelière allemande reste cependant ferme sur certaines positions. Il n'y aura pas de nouvelles négociations sur le traité budgétaire européen. Pour François Hollande, la bataille n'est pas perdue. Madame Merkel, elle va sans doute contester un certain nombre de choix que je présente. Mais c'est ça une négociation. Ce n'est pas l'Allemagne qui va décider pour l'ensemble de l'Europe. Et les négociations pourraient être longues, car François Hollande et Angela Merkel ne parlent pas de la même croissance. Le candidat socialiste veut augmenter les dépenses de l'État pour lancer des grands travaux et ainsi relancer l'emploi et la consommation. Pour l'Allemagne, ce programme ne ferait que creuser la dette publique. Elle envisage plutôt de mettre en place des réformes structurelles qui orienteraient l'Europe vers une croissance à long terme. Malgré ces désaccords, François Hollande semble gagner des alliés dans l'Union européenne. Mario Monti va faire confiance à Hollande. Et Mariano Rajoy, le Premier ministre espagnol aussi, ainsi que les Grecs. Ils attendent un coup de main, que quelqu'un leur vienne en aide d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que les Allemands vont devoir se rendre à l'évidence que l'équilibre politique aura changé en fait, et je pense qu'ils devront faire quelque chose. L'Europe pourrait se diriger vers la création d'un pacte de croissance pour compléter le pacte budgétaire déjà existant. Le président de l'Union européenne devrait bientôt réunir les 27 chefs d'État de l'UE pour en discuter après le second tour de l'élection présidentielle française. Et un pays qui en aurait bien besoin de la croissance, Christophe, c'est évidemment l'Espagne. Des milliers de personnes sont à nouveau descendues dans la rue ce dimanche pour protester contre les mesures d'austérité. Et pour protester surtout contre une phrase de Mariano Rajoy qui annonce une mesure d'austérité chaque vendredi. Une annonce qui ne passe pas en Espagne. Demain, le 1er mai, nul doute que les cortèges seront encore plus importants. Et dans ce contexte, Madrid vient de confirmer ce matin même il y a quelques minutes, que le pays est entré en récession avec une croissance négative de moins 0,3% au premier trimestre 2012. Une mauvaise nouvelle de plus pour l'Espagne après l'annonce vendredi du taux de chômage record. Près d'un quart de la population espagnole est aujourd'hui sans emploi. Plus de la moitié des jeunes sont sans emploi. Des chiffres que n'a pas attendu l'agence Standard & Poor's pour dégrader jeudi la note du pays de 2 crans. Et ce lundi, l'agence Standard & Poor's frappe à nouveau et dégrade 9 banques espagnoles. Voilà, c'est l'info de cette matinée. Et puis l'Organisation internationale du travail, elle aussi, commence à pousser pour des politiques de croissance, notamment en Europe. Et c'est ce qui ressort d'un rapport publié ce lundi, un rapport dans lequel l'Organisation internationale du travail critique les politiques d'austérité, notamment en Europe, qui, selon elle, assombrissent les perspectives d'emploi dans le monde. Regardez. C'est un rapport aux perspectives bien sombres.
L'Organisation internationale du travail a publié ce lundi les prévisions des chiffres du chômage mondial. En 2012, 202 millions de personnes devraient être sans emploi, soit 6 millions de plus qu'en 2011. L'austérité seule ne fonctionne pas. Elle est contre-productive. Elle réduit la croissance et la confiance au lieu de les renforcer. Elle augmente les déficits au lieu de les réduire. Nous avons besoin de croissance et de création d'emplois. L'OIT encourage les gouvernements à mettre en place des stratégies de relance de la demande intérieure. Elle cite en exemple l'Inde, mais aussi plusieurs pays d'Amérique latine, où les salaires semblent augmenter progressivement pour rattraper la productivité. Nos politiques de création d'emplois et de développement industriel, mais aussi d'autres politiques visant à dynamiser d'autres secteurs sur le marché du travail, ont protégé le pays de l'impact de la crise économique mondiale. Pour l'OIT, l'économie mondiale a peu de chances de croître suffisamment ces 2 prochaines années pour combler le déficit d'emploi actuel et fournir du travail aux 80 millions de personnes qui devraient arriver sur le marché dans le même laps de temps. D'après le rapport, les tendances sont particulièrement inquiétantes en Europe, où le taux de chômage a augmenté dans près des 2 tiers des pays depuis 2010. Et dans ce sombre tableau, il y a peut-être, Christophe, une légère lueur d'espoir en France pour les salariés de Néo Sécurité, le groupe qui s'est déclaré la semaine dernière en cessation de paiement. Oui, c'est une information du Figaro ce matin. Le groupe d'experts comptables Fiducial se déclare prêt à reprendre Néo Sécurité pour un euro symbolique et il conserverait les 5100 emplois du groupe. La nouvelle de la cessation de paiement tombait au plus mal pour Nicolas Sarkozy, en plein entre les 2 tours de l'élection présidentielle. Alors une réunion d'urgence était organisée hier soir, dimanche, à Bercy pour tenter d'éviter un redressement judiciaire du groupe. Une solution doit être trouvée avant l'audience au tribunal jeudi. À noter que d'autres repreneurs se sont également fait connaître, mais ce sont tous des concurrents, notamment on nommera Securitas. On va terminer par un chiffre, celui du nombre de milliardaires en Grande-Bretagne. Ils sont nombreux, je crois. 77, et c'est un record, et surtout, ils n'ont jamais eu autant d'argent, 500 milliards d'euros à eux ensemble, soit une hausse de près de 5% par rapport à 2010. Au classement, c'est le mania d'acier, le mania indien d'acier Lakshmi Mittal qui reste premier avec presque 16 milliards d'euros devant l'Ouzbek Alisher Ousmanov et le Russe Roman Abramovich, respectivement propriétaires des clubs de football d'Arsenal et de Chelsea. À noter que le premier britannique de ce classement, qui ne prend pas en compte la nationalité, mais bien l'endroit, la Grande-Bretagne où habitent tous ces milliardaires, et bien ce premier britannique n'est que 7e, il s'agit du duc de Westminster. Merci beaucoup Christophe, c'est la fin de ce journal de l'économie, la fin également de cette demi-heure d'info. Vous retrouvez dans quelques instants Hélène Drouet pour un tout nouveau journal.